Une introduction sobre à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est une figure emblématique de la Renaissance italienne. Une période marquée par un renouveau culturel profond qui s'étend approximativement du XIVe au XVIe siècle. Né en 1442, à Vinci, un petit village de Toscane, il a grandi dans un contexte où l'art, la science et la philosophie connaissaient une transformation majeure. La Renaissance, caractérisée par un intérêt renouvelé pour l'Antiquité classique, a favorisé le développement des connaissances dans divers domaines, offrant un terreau fertile à la créativité et à l'innovation dont Léonard fut l'un des plus brillants représentants. Son enfance se déroule dans un foyer modeste, mais son talent et sa curiosité précoce attirent rapidement l'attention. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt insatiable pour le dessin, l'observation de la nature et les mécanismes qui régissent le monde. Cette capacité à observer minutieusement son environnement est à la base de ses travaux futurs, qu'ils soient artistiques ou scientifiques. Il développe également des compétences en mathématiques et en anatomie, deux disciplines qu'il abordera avec rigueur tout au long de sa vie. Cette attention aux détails se reflète dans la précision de ses croquis, où chaque ligne a une fonction et chaque regard une intention. La société dans laquelle il évolue est marquée par une coexistence complexe entre tradition médiévale et innovation renaissante. Les villes italiennes comme Florence, Milan et Rome deviennent des centres intellectuels et artistiques majeurs, attirant mécènes, artistes et savants. Les familles influentes, telles que les Médicis à Florence, financent pour des projets culturels ambitieux, créant ainsi un climat propice à l'épanouissement des talents. Léonard bénéficie de ce contexte favorable, ce qui lui permet de travailler pour diverses cours royales et familles puissantes, tout en poursuivant ses recherches personnelles dans des domaines aussi variés que la mécanique, l'optique, l'astronomie et la botanique. Léonard ne se limite pas à être un peintre renommé. Son esprit universel le pousse à explorer la nature profonde des choses. Il réalise des études d'anatomie humaine qui révèlent une compréhension avancée du corps. Bien avant que la médecine moderne ne se développe pleinement, ses carnets regorgent de dessins précis de muscles, d'organes et de systèmes complexes, témoignant de sa volonté d'allier art et science. De plus, il conçoit des machines innovantes, telles que des prototypes d'avions et de chars, témoignant de son ambition d'enregistrer le mouvement et de comprendre les lois physiques qui gouvernent la matière. Un autre aspect essentiel de sa personnalité est son approche expérimentale. Il ne se contente pas d'observer, il teste, démontre et améliore constamment ses idées. Cette méthode scientifique naissante trouve chez lui un précurseur passionné. Par exemple, ses recherches sur le vol des oiseaux l'amènent à concevoir divers appareils volants, qui représentent une avancée précieuse dans le domaine de l'aéronautique, même si elles ne furent pas construites de son vivant. Cette quête inlassable de connaissances témoigne de son profond désir de comprendre le monde dans sa globalité, au-delà des limites de l'art traditionnel. En tant qu'artiste peintre, Léonard réalise certaines des œuvres les plus célèbres au monde. La Joconde, avec son sourire énigmatique et son regard captivant, demeure une énigme artistique et psychologique étudiée depuis des siècles. Ces toiles sont caractérisées par une maîtrise exceptionnelle de la perspective, du clair-obscur et de la représentation des émotions humaines. Ces innovations techniques marquent une étape décisive dans l'évolution de la peinture occidentale, faisant de lui une référence incontournable. Ces chefs-d'œuvre témoignent aussi de sa capacité à observer la nature et à la retranscrire avec une fidélité et une finesse rares. Léonard vit à une époque où l'interdisciplinarité prend tout son sens. Il ne sépare jamais l'art de la science, ni la technique de la créativité. Cette synthèse est justement au cœur de ce qui fait sa singularité. Par exemple, ses études en optique et en géométrie influencent la composition de ses tableaux, où chaque élément est pensé en termes de lumière et d'espace. Sa compréhension des lois naturelles
lui permet de créer des œuvres qui semblent à la fois réalistes et empreintes d'un symbolisme subtil, offrant une profondeur supplémentaire à ses créations. Ce dialogue constant entre observation scientifique et expression artistique est l'essence même de son génie. Dans son parcours, Léonard collabore avec de nombreuses figures importantes de son temps. Il rencontre des mécènes, des scientifiques et d'autres artistes, ce qui enrichit ses travaux par des échanges d'idées. Sa correspondance révèle un homme ouvert au dialogue et à l'apprentissage continu. Pourtant, il reste également un personnage mystérieux, souvent discret sur ses projets, perfectionniste et parfois insatisfait de ses propres réalisations. Cette complexité ajoute une dimension humaine à sa stature de génie, illustrant les défis auxquels il fait face dans la poursuite de l'excellence. Enfin, comprendre Léonard de Vinci, c'est aussi saisir le contexte politique et culturel de l'Italie de la Renaissance, caractérisée par des rivalités entre cités-États et une quête constante de pouvoir. Ces conditions influencent son parcours professionnel et ses déplacements, qui le mènent de Florence à Milan, puis en France, où il passe ses dernières années. Chaque étape est marquée par des commandes spécifiques, mais aussi par un travail scientifique intense, parfois en marge de ses activités artistiques officielles. Ce trajet illustre la vie d'un homme dont l'œuvre dépasse largement les frontières de son temps. Cette introduction pose ainsi les bases pour explorer l'œuvre et la vie complexe de Léonard de Vinci, à travers une perspective calme, factuelle et détaillée. Nous découvrirons successivement comment il articule ses multiples talents autour d'une vision cohérente qui fait de lui un modèle pour les générations à venir. L'étude de ses créations artistiques, de ses inventions techniques et de ses réflexions scientifiques dévoilera une trajectoire exceptionnelle. Dans la suite, nous entrerons plus précisément dans les différents domaines qui composent ce génie polyglotte, offrant une lecture apaisée et enrichissante de son héritage, les origines et la jeunesse de Léonard Bonjour. Léonard de Vinci naquit au cœur de la Toscane, dans le petit village de Vinci, en 1452. Son père, Ser Piero, était un notaire respecté, tandis que sa mère, Caterina, appartenait à une famille modeste. Bien que non mariés, leurs deux vies s'entrelacèrent dans le cadre champêtre qui baigna l'enfance de Léonard. Dès les premières années, il fut entouré de cet équilibre délicat entre l'ordre rigoureux de son père et la simplicité paysanne de sa mère. L'environnement naturel, vaste et varié, offrait au jeune garçon un terrain propice à un éveil sensoriel riche et porté vers l'observation attentive. Le village de Vinci, avec ses collines douces et ses végétations luxuriantes, fut le berceau paisible où s'enracina sa fascination future pour le monde. La famille Ser Piero lui assura un cadre stable, tandis que les racines agricoles de sa mère lui insufflèrent un lien profond avec la terre et ses secrets. Cette dualité prépara progressivement le garçon à percevoir la complexité des phénomènes naturels et humains qui l'entouraient. Dès son jeune âge, Léonard fit preuve d'une aptitude particulière pour le dessin. Les esquisses comme qu'il réalisait, bien que simples, témoignaient déjà d'une sensibilité et d'un souci du détail hors du commun. Ses premiers artraits, souvent exécutés à la craie ou au charbon, montraient une curiosité insatiable pour les formes naturelles ainsi que pour les structures anatomiques des animaux aperçus autour de lui. L'apprentissage initial se fit de façon informelle, au contact direct de son environnement familial et rural. Sa mère lui transmit sans doute l'amour des plantes et des herbes, alors que son père lui permit d'accéder à des manuscrits et à l'alphabétisation. Le garçon développa ainsi un goût pour les connaissances multiples, qui ne se limitaient pas à une discipline précise, mais s'étendaient à l'observation directe, nourrie par la patience et la minutie. Ce premier éveil se révéla beaucoup plus qu'un simple passe-temps enfantin. Il annonçait le développement d'une méthodologie rigoureuse d'étude et d'analyse de la réalité qui caractériserait toute sa vie. Vers l'âge de 14 ans,
Léonard intégra l'atelier du peintre Andrea del Verrocchio, à Florence. Ce fut une étape décisive qui marqua le début de son véritable enseignement artistique. Verrocchio était un maître reconnu, célèbre pour ses talents de sculpteur, peintre et orfèvre. Sous sa direction, le jeune apprenti connut l'art de la perspective, du modelé, mais aussi l'apprentissage du maniement des couleurs et des techniques de sculpture. Dans cet environnement, Léonard n'apprit pas seulement à reproduire les formes, il fut incité à comprendre les mécanismes sous-jacents qui les faisaient exister. La rigueur du travail de Verrocchio l'encouragea à développer une pensée méthodique et empirique. Cette formation lui permit aussi d'établir des contacts avec différents artisans et intellectuels florentins, qui nourriront sa réflexion future. Les influences multiples de cet atelier multidisciplinaire confortèrent sa vocation pour une approche intégrée de l'art et de la science, loin des frontières traditionnelles entre les savoirs. En parallèle à cet apprentissage artistique, Léonard nourrit son intérêt pour les sciences naturelles. Il observa avec attention les mouvements des oiseaux, les cours d'eau et les formations géologiques environnantes. Il prit le temps d'étudier la structure des plantes ainsi que celle des muscles et des os chez les animaux. Ces investigations s'accompagnaient souvent de croquis précis, annotés de réflexions personnelles. Sa curiosité ne se limitait pas au visible, mais s'étendait aussi à l'imaginaire des mécanismes. Ainsi, il s'interrogea sur le vol des oiseaux, cherchant à comprendre comment la nature pouvait inspirer la conception d'engins capables de voler. Ce questionnement est à la source de nombreuses inventions imaginées plus tard, où le naturel devint modèle pour les machines. Ce mélange d'observations détaillées et de projections conceptuelles trahit une pensée visionnaire située bien au-delà de son temps. La Toscane du XVe siècle, encore imprégnée de traditions médiévales, voit en Léonard une figure émergente qui conjugue art et science sans les séparer. La famille joua un rôle non négligeable dans son développement. Son père, bien qu'occupé par ses fonctions notariales, soutint l'éducation de son fils et lui ouvrit les portes des cercles intellectuels florentins. Il permit à Léonard de fréquenter des érudits et de consulter des traités anciens. La relation entre eux fut complexe, mêlant affection et ambition sociale. La figure maternelle, en revanche, resta discrète, mais les récits populaires de Vinci évoquent une influence plus intuitive et incarnée, liée au territoire et à ses ressources. Ce double héritage familial donna à Léonard cet équilibre précieux entre rigueur et sensibilité. Ces racines multiples expliquent en partie la capacité du jeune homme à naviguer entre des domaines aussi divers que la peinture, la sculpture, l'anatomie, la mécanique et l'ingénierie. Son environnement immédiat ne fut pas seulement un cadre, mais un véritable laboratoire d'expérience où il apprit à poser les fondations d'une curiosité scientifique sans limite. Les années passées à Florence furent riches en découvertes et en premiers succès. Les commandes commencèrent à affluer, avec des portraits et des tableaux religieux qui témoignaient de son talent naissant. Toutefois, Léonard ne se contentait pas de répondre aux attentes traditionnelles. Il prit le temps de relire les textes antiques d'architecture et de philosophie naturelle, s'imprégnant des idées de Vitruve notamment, qui mettaient l'homme au centre de l'univers. Cette lecture le poussa à réfléchir à la proportion, à la symétrie et à l'harmonie sous un angle nouveau, qui dépassait la pure représentation artistique. Ce fut à ce moment que se dessina son projet d'art total, où chaque élément devait être fondé sur une connaissance précise des lois naturelles. Une telle ambition le distinguait des autres artistes de son époque, qui se limitèrent souvent à une exécution technique sans approfondir les fondements théoriques. Ainsi, son apprentissage à Florence ne se réduisit pas à une simple formation technique, il fut aussi une initiation à une vision expansive du savoir humain. Parallèlement à sa pratique artistique, Léonard s'intéressa aussi aux premiers balbutiements de la science expérimentale. Les manuscrits antiques redécouverts suscitèrent chez lui
un désir de vérifier empiriquement les hypothèses, loin des dogmes traditionnels. Il commença à réaliser des études anatomiques précises, souvent clandestinement, en disséquant des cadavres humains, ce qui était interdit. Ces travaux lui permirent de mieux comprendre les fonctions du corps, enrichissant sa représentation réaliste dans ses œuvres picturales. De plus, il étudia la physique, notamment la mécanique des fluides et les principes du levier. Ses recherches furent consignées dans ses carnets, véritables archives d'une pensée en perpétuel mouvement. La nouveauté de son approche réside dans son refus de séparer création artistique et investigation scientifique. Cette complémentarité devint la marque distinctive de Léonard, annonçant les prémices d'une modernité conceptuelle entre art et science. Ainsi, les origines toscanes, l'enfance au contact de la nature, la formation rigoureuse à Florence et les premières interrogations scientifiques créèrent les conditions d'émergence d'un esprit hors du commun. Léonard de Vinci ne fut pas simplement un artiste ou un inventeur isolé, mais le fruit d'un terreau culturel et familial singulier, mêlant tradition et innovation. Cette patte initiale façonna un homme qui, tout au long de sa vie, sut allier observation, expérience et création dans un équilibre exceptionnel. Ses premières années sont donc une clé essentielle pour comprendre la richesse de son génie à venir, qui embrassera des domaines aussi vastes que l'art, la science, l'ingénierie et la philosophie. Le chemin parcouru depuis Vinci jusqu'à Florence illustre cette lente maturation intellectuelle et pratique, prélude aux exploits qui allaient suivre. La suite de ce parcours nous mènera à explorer plus en détail les œuvres majeures et les inventions fascinantes qui jalonnèrent son existence exceptionnelle, révélant peu à peu le mystère complexe de ce génie incomparable. L'atelier de Verrocchio, une école de savoir. Léonard da Vinci entra dans l'atelier de Verrocchio à Florence alors qu'il était encore un jeune garçon plein de curiosité et d'ambition. Cet atelier, fondé par Andrea del Verrocchio, était réputé pour être une véritable école de savoir, où l'on cultivait autant le talent artistique que la rigueur technique. Verrocchio, lui-même un maître polyvalent, enseignait à ses apprentis diverses compétences, allant de la peinture à la sculpture, en passant par la mécanique et les sciences appliquées. Léonard s'imprégna de cette atmosphère exigeante qui façonna durablement son esprit et ses capacités. Dans cet environnement, il découvrit un monde où l'art et la science se mêlaient étroitement. Verrocchio encourageait ses élèves à observer la nature avec précision, à comprendre les mécanismes du corps humain et à maîtriser les lois de la perspective. Léonard, possédant une curiosité insatiable, s'adonna à l'étude minutieuse des formes, des ombres et des volumes. Il développa ainsi une approche scientifique du dessin, considérant chaque détail comme une clé pour représenter fidèlement la réalité. L'apprentissage avec Verrocchio incluait la pratique régulière du dessin préparatoire. Chaque projet commençait par des croquis rigoureux qui guidaient la réalisation finale. Cette méthodologie rigoureuse renforça chez Léonard son sens de l'observation et sa patience. Il apprit à décomposer les objets en formes simples pour mieux les reconstruire en images complexes. Cette technique allait devenir l'un des fondements de son génie artistique, permettant à ses œuvres d'acquérir une profondeur et une précision incomparables. Par ailleurs, l'atelier était un lieu d'échange entre jeunes artistes. Léonard côtoya d'autres apprentis dans un esprit de compétition et de collaboration. Ces interactions stimulèrent son désir d'exceller et le poussèrent à dépasser les limites classiques de l'art. Verrocchio lui-même reconnut la vigueur créative de son élève, allant jusqu'à inclure certaines de ses peintures dans ses propres commandes, signe d'un talent exceptionnel. Cette reconnaissance fut une étape cruciale dans la carrière naissante de Léonard. Au-delà des arts plastiques, l'enseignement de Verrocchio englobait des notions d'ingénierie et de mécanique. Des machines simples aux instruments complexes, l'atelier produisait aussi des objets fonctionnels.
Léonard s'intéressa vivement à ces outils, réalisant que leur conception exigeait autant d'ingéniosité que la peinture. Ce mélange d'art et de technique dans l'atelier expliqua plus tard sa capacité à imaginer des inventions novatrices, alliant esthétique et utilité qui fascineront plusieurs générations. L'ambiance de travail dans l'atelier appelait à la rigueur et à la persévérance. Chaque apprenti devait respecter un long apprentissage avant d'obtenir la reconnaissance de maître. Léonard, par sa discipline et son engagement, intégra parfaitement ce cadre exigeant. Il consacrait de nombreuses heures à perfectionner son trait et à approfondir ses connaissances. C'est dans cette étape formatrice qu'il acquit la polyvalence qui caractérise son génie, la maîtrise de multiples domaines liés à la création et à la compréhension du monde. Léonard prit également conscience de l'importance de l'anatomie en art. L'étude approfondie du corps humain pour rendre les postures naturelles était au cœur de la formation. Sous la supervision de Verrocchio et de ses assistants, il réalisa de nombreux croquis anatomiques, observant les muscles et les os avec une minutie exceptionnelle. Cette expertise lui permit d'élever son art à un niveau de réalisme rarement atteint à son époque, imprégnant ses œuvres d'une dimension vivante et crédible. L'atelier cultivait aussi un sens aigu de l'innovation. Verrocchio n'hésitait pas à expérimenter avec ses élèves de nouvelles techniques, notamment dans le maniement des couleurs et dans les procédés de sculpture. Léonard s'empara avec enthousiasme de ces expérimentations, combinant les méthodes traditionnelles avec son intuition inspirée par l'observation minutieuse de la nature. Cette attitude tournée vers la recherche consolidait sa réputation d'artiste novateur dès ses premiers pas. Enfin, cette formation dans l'atelier florentin permit à Léonard de forger un réseau professionnel. Les commandes pour des mécènes et des institutions passaient souvent par Verrocchio, qui impliquait ses apprentis dans les projets. Cela mit Léonard en contact avec des figures influentes et ses premières expériences concrètes étaient essentielles pour affirmer sa place dans le monde artistique. Cet apprentissage fut plus qu'un simple enseignement technique. Il fut la base d'une carrière extraordinaire. Ainsi, le passage de Léonard da Vinci chez Verrocchio fut une période déterminante où il jeta les fondations de son savoir-faire. La richesse des compétences acquises, mêlant rigueur scientifique et excellence artistique, forgea un esprit ouvert. Cette polyvalence allait faire de lui un génie incontournable de la Renaissance, capable de traverser les disciplines avec une rare profondeur. La suite de son parcours révélera combien cette étape fut précieuse pour sa destinée hors du commun. Le regard de Léonard sur le monde s'élargit grâce à cette première école florentine. L'atelier de Verrocchio, bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage, fut un lieu d'éveil intellectuel et de dialogue entre savoirs disparates. Léonard sut en extraire la quintessence, nourrissant une ambition d'universalité qui le guidera tout au long de sa vie. Maintenant prêt à affronter de nouveaux défis, il quittera bientôt Florence pour explorer d'autres horizons où son génie pourra s'exprimer pleinement. L'art au service de l'observation, Léonard de Vinci incarne à lui seul l'esprit de la Renaissance, où l'art et la science ne formaient qu'un seul et même chemin vers la compréhension du monde. Ses investigations artistiques reposaient sur une observation attentive et rigoureuse de la nature, qui lui permettait de saisir la vérité sous-jacente aux formes visibles. Bien plus qu'un peintre, il était un chercheur infatigable dont le regard scrutait les moindres détails, transformant ainsi la représentation artistique en une sorte d'étude scientifique. Dans ses carnets, on trouve une multitude d'études anatomiques, d'explorations sur la dynamique des fluides et des observations astrologiques qui témoignent de son insatiable curiosité. Léonard utilisait le dessin comme un outil d'analyse. Chaque trait, chaque ombre rapportait des informations précieuses sur la structure et le comportement des sujets qu'il étudiait. Ce lien étroit entre la perception visuelle et la connaissance empirique est l'essence même de son travail. La célèbre œuvre La Joconde
illustre parfaitement cette alliance subtile entre l'art et l'observation scientifique. Le sourire énigmatique du modèle est moins une expression émotionnelle qu'un résultat savant du clair-obscur. Technique inventée pour rendre compte de la lumière et de la matière avec précision. Léonard voulait capturer non pas une image figée, mais un instant dynamique, exprimant la vie au-delà des apparences. Par ailleurs, l'homme de Vitruve, souvent perçu comme un simple dessin iconique, est en réalité une démonstration approfondie des proportions humaines, basée sur les travaux de l'architecte romain Vitruve. Cette étude illustre comment Léonard cherchait à appliquer des règles mathématiques à la représentation de la figure humaine, assurant une fidélité structurelle que peu d'artistes de son temps pouvaient revendiquer. Au-delà des figures humaines, Léonard s'intéressait aussi à la géologie et à la botanique. Dans certains de ses croquis, on observe des représentations précises de formations rocheuses et de plantes, à noter avec une rigueur qui évoque les travaux d'un naturaliste contemporain. Il ne se contentait pas d'une observation superficielle. Il cherchait à comprendre les mécanismes internes et la croissance, reliant ainsi l'art à une science naissante. Les études sur le mouvement de l'eau témoignent également de ce souci de précision. Léonard s'intéressait aux tourbillons, aux vagues et aux courants, reproduisant ces phénomènes avec un détail remarquable. Ces observations servaient non seulement à enrichir ses peintures, mais elles témoignaient également d'un esprit en quête d'explications rationnelles sur les lois naturelles. Cette approche méthodique se retrouve aussi dans ses recherches sur l'optique. Léonard étudiait la manière dont les rayons lumineux interagissaient avec les surfaces, éclairement et ombre jouant un rôle central dans la modélisation tridimensionnelle des objets sur une surface plane. C'est grâce à ces observations détaillées qu'il parvenait à donner cette impression de profondeur et de réalisme qui fascine encore aujourd'hui. Léonard considérait son travail artistique comme un moyen d'appréhender le réel et non simplement de l'embellir. Chaque œuvre était le fruit d'un long processus, fruit d'innombrables essais et observations. Cette recherche incessante de la vérité visuelle traduit une discipline intellectuelle où l'esthétique ne s'oppose jamais à la réalité, mais en devient la traduction la plus juste possible. Son obsession pour la précision scientifique se manifeste notamment dans ses portraits multiples, chacun étant l'aboutissement de longues sessions d'observation et d'annotation sur les proportions du visage. L'éclairage le plus flatteur, le moindre pli de vêtements, ces petits détails, qui peuvent sembler insignifiants, participent à la création d'une image vivante, presque palpable, qui transcende le simple portrait pour devenir un document visuel d'une grande exactitude. Les carnets de Léonard, composants souvent fragmentaires et composés de notes en écriture spéculaire, montrent à quel point cette rigueur l'animait dans toutes ses recherches. Il n'hésitait pas à croiser différentes disciplines, combinant ses connaissances en anatomie, en mécanique, en optique ou encore en géométrie pour approfondir sa compréhension du visible. Cette interdisciplinarité est un trait fondateur de son génie. À travers ses pratiques, l'artiste scientifique réinventa la manière d'observer le monde, s'appuyant sur des expérimentations concrètes et des comparaisons répétées. Ce mode d'approche a contribué à la naissance d'une représentation plus fidèle et dynamique de la nature, influençant durablement les artistes qui ont suivi et inspirant la méthode scientifique elle-même. Ainsi, l'art de Léonard n'est jamais simplement une illusion, mais une passerelle vers la connaissance. Chaque tableau, chaque esquisse est une question posée au monde, une tentative de déchiffrer ses lois cachées à l'aide d'outils aussi bien esthétiques que mathématiques. La précision de ses œuvres reflète une quête de vérité qui dépasse le temps et les styles artistiques. En étudiant minutieusement les structures osseuses et musculaires, il a révolutionné la représentation du corps humain. Sa compréhension des mécanismes internes a permis des rendus d'un réalisme sans précédent, donnant vie à ses figures
avec une profondeur que d'autres artistes peinaient à atteindre. Ses travaux furent aussi utiles pour la médecine et l'anatomie, montrant le lien étroit entre art et science. Le recours à la perspective géométrique dans ses compositions est une autre illustration de cette fusion entre observation scientifique et création artistique. Il appliqua des règles rigoureuses pour simuler la profondeur, ce qui donnait à ses tableaux une cohérence spatiale forte, renforçant l'illusion de réalité qui caractérise ses œuvres majeures. Même dans ses inventions mécaniques, l'esprit de Léonard reste fidèle à cette combinaison entre analyse précise et créativité artistique. Les dessins de machines volantes ou d'engins hydrauliques témoignent d'une capacité à représenter des concepts complexes par des schémas clairs, fruit d'une maîtrise du dessin technique doublée d'une imagination fertile. Cette méthode d'observation et de représentation ne s'est pas limitée à un domaine particulier, mais s'est étendue à tout ce que Léonard pouvait étudier, du vol des oiseaux au mouvement de la musculature faciale. Le souci du détail, la rigueur du regard et la discipline intellectuelle permettent de comprendre pourquoi il est si difficile de séparer chez lui l'artiste du savant. Son travail met aussi en lumière l'importance de la patience et de la persévérance. Les dessins et les tableaux ne nécessitaient pas d'un seul jet, mais bien de nombreuses heures passées à observer, dessiner, effacer et recommencer jusqu'à atteindre la précision désirée. Il faut voir en Léonard un maître de la déconstruction visuelle, capable d'absorber et de restituer la complexité du monde visible. L'art chez Léonard devient ainsi un outil d'enquête, une manière de questionner le réel au-delà des apparences. Cette approche a ouvert de nouvelles voies dans la représentation visuelle, établissant un pont entre la sensibilité artistique et la démarche scientifique. Ses œuvres restent une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à comprendre la nature par le regard. Par ce regard d'une grande acuité, Léonard n'a jamais cessé d'explorer l'interaction entre lumière et matière, entre forme et fonction. Ses recherches sur les ombres portées et les nuances sont au cœur du rendu tridimensionnel, contribuant à la profonde sensation de réalisme qui émane de ses compositions et qui capte l'attention du spectateur sans effort apparent. Chaque élément de ces tableaux, du plus petit détail du vêtement aux arrière-plans naturels, témoigne d'un souci constant de vérité. Il délaisse les ornements inutiles pour privilégier la clarté et la justesse du trait, garantissant ainsi une harmonie entre esthétique et véracité. Cette simplicité apparente cache une complexité de travail rigoureux et scientifique. Le recours à la science empirique dans le dessin n'est pas une simple coquetterie intellectuelle, mais une nécessité pour rendre compte fidèlement du monde. Léonard voit dans la connaissance de la nature une source inépuisable d'inspiration et un guide pour ses réalisations artistiques, incarnant une posture où l'art sert la compréhension et non l'inverse. Cette fusion entre art visuel et science observe une nécessité presque philosophique dans la quête du peintre pour représenter la réalité. Il revendique une approche où l'intellect et le sensible collaborent, imposant une nouvelle norme dans les pratiques artistiques qui dépassent les simples conventions esthétiques pour s'inscrire dans la logique de la recherche scientifique. À travers cette méthode basée sur l'observation approfondie et la modélisation précise, Léonard invite à considérer chaque image comme une forme de connaissance visuelle. Sa technique dépasse le simple façonnage de l'apparence pour restituer la structure interne et la dynamique des phénomènes observés, établissant une nouvelle relation entre l'œuvre d'art et la vérité naturelle. En somme, la rigueur de Léonard dans l'utilisation de l'art pour approfondir l'observation scientifique constitue une partie considérable de son héritage. Son œuvre ne cesse de fasciner non seulement par sa beauté, mais également par la profondeur de sa méthode et la richesse de sa réflexion, marquant le passage d'une époque dominée par le symbolisme à une ère fondée sur l'expérience empirique. Cette démarche, exemplifiée dans ses études anatomiques, ses paysages minutieux et ses explorations sur la lumière et la perspective, a offert un nouveau cadre
où l'art et la science se nourrissent mutuellement. Grâce à elle, l'image devient un moyen de compréhension, un langage capable de traduire la complexité du réel avec une fidélité jamais atteinte auparavant. Le travail de Léonard se démarque donc par cette exigence d'exactitude et cet engagement envers la connaissance empirique. Ses dessins sont autant d'enquêtes visuelles qui témoignent d'une quête continue, menée avec patience et méthode, et d'un esprit capable de faire dialoguer les disciplines apparemment éloignées. Grâce à cette pratique, Léonard a construit un modèle d'observation qui inspire toujours aujourd'hui les artistes et les scientifiques. Sa capacité à observer et retranscrire entre en résonance avec les principes de la méthode scientifique moderne, où l'observation systématique précède la formulation des théories, faisant de son œuvre un pont entre deux mondes. Les détails minutieux qu'il consigna dans ses carnets, qu'il s'agisse de notes, de croquis ou de schémas, révèlent son logement dans une pensée où le dessin est quasiment un laboratoire. Il expérimentait avec les formes, les ombres, les matières, toujours dans l'objectif d'approcher une compréhension plus complète et plus authentique du monde qu'il peignait. Ainsi, cette alliance entre art et science productrice d'images précises est emblématique de l'époque de la Renaissance et de Léonard en particulier. Il incarne une nouvelle manière de voir, où l'observation appliquée ne se limite pas à décrire, mais devient une méthode de connaissance et d'expression. Tous ces éléments convergent pour faire de son travail une passerelle inestimable entre le visible et l'invisible, entre la forme et la fonction. Par cette vigilance scientifique, Léonard atteint un niveau de détail et de réalisme qui continue à susciter l'admiration et à nourrir la réflexion sur la place de l'artiste dans la société et dans le savoir. À mesure que le siècle avançait, cette approche a progressivement influencé les collègues et successeurs de Léonard, contribuant à une transformation globale des pratiques artistiques et scientifiques. Son modèle méthodologique s'inscrit donc dans un processus historique plus large, incarnant un tournant dans la manière d'appréhender le monde à travers l'image. Enfin, la relation intime entre études scientifiques et création artistique chez Léonard montre la richesse d'un esprit qui ne sépare jamais observation et imagination. Cette synergie, essentielle pour lui, donne à son œuvre un caractère unique, à la fois précis dans le détail et profond dans la vision, annonçant les arts et sciences modernes. C'est à partir de cette compréhension que l'on peut aborder les chapitres suivants, qui révéleront d'autres facettes de ce génie, entre invention, analyse et mystère, qui continuent de fasciner à travers les siècles. Les inventions et recherches techniques. Léonard de Vinci, personnage majeur de la Renaissance, portait une curiosité intellectuelle insatiable qui dépassait largement les frontières de l'art. Outre ses célèbres peintures, il consacra une part importante de son temps à l'étude et à la conception d'inventions techniques. Ses carnets, remplis de croquis détaillés, montrent une approche rigoureuse de la mécanique et de la physique, reflétant un esprit scientifique avant l'heure. Chaque dessin témoigne de sa volonté de comprendre le fonctionnement profond des machines et des phénomènes naturels. Ainsi, son génie ne se limite pas à la toile, mais s'étend au domaine de l'ingénierie et de la recherche technique, où il sut allier observation minutieuse et imagination créative. Parmi les nombreux projets techniques de Léonard, on trouve des mécanismes variés, allant des systèmes de levage aux véhicules terrestres, en passant par les machines de guerre. Il étudia particulièrement les moyens de reproduire des mouvements humains et animaux dans des machines, anticipant ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui la robotique. Ces plans de machines volantes, même s'ils n'ont jamais abouti à une réalisation pratique de son vivant, montrent une compréhension avancée des principes aérodynamiques. Léonard s'intéressa également à des concepts très en avance sur son temps, comme des dispositifs posés pour pallier la fatigue des travailleurs ou des outils permettant d'améliorer la productivité agricole. Les carnets contiennent des centaines d'études détaillées sur des engrenages, des poulies et des leviers, chaque élément étant minutieusement pensé pour optimiser efficacité et robustesse.
Cette passion des mécanismes complexifie souvent son œuvre, car elle mêle invention, observation scientifique et art esthétique. Il privilégia toujours l'usage de formes organiques et fluides, ce qui témoignait à la fois de son respect pour la nature et de son génie technique. Les croquis révèlent que Léonard ne se contentait pas de dessiner des projets imaginaires, mais qu'il essayait de résoudre des problèmes concrets, comme le déplacement des lourdes charges dans les chantiers de construction. Une de ses inventions les plus remarquables fut le char d'assaut équipé de canons et recouvert d'une carapace protectrice. Bien que des doutes subsistent quant à sa capacité réelle à fonctionner, ce projet illustre sa volonté d'appliquer ses connaissances dans le domaine militaire, où l'efficacité et l'innovation sont essentielles. Il envisageait aussi des ponts innovants, démontables et rapides à installer, destinés à faciliter la progression des armées en terrain difficile. Sa méthode consistait à dessiner chaque pièce en détail avant de réfléchir à l'assemblage global, anticipant ainsi les contraintes techniques et structurelles. Léonard s'intéressa aussi aux machines hydrauliques, concevant des systèmes destinés à manier l'eau pour des usages multiples, allant de l'irrigation à la défense contre les inondations. Il étudia le mouvement des fluides avec une précision remarquable, illustrant par là sa volonté de comprendre la nature au-delà des apparences immédiates. Ses travaux s'inscrivent dans une démarche scientifique rigoureuse, empreinte d'un souci constant de vérifier la faisabilité technique plutôt que de s'abandonner à des spéculations abstraites. Cette démarche scientifique reste emblématique de son époque, où la Renaissance marque un tournant vers l'expérimentation et l'observation directe. La rigueur de ses croquis, souvent annotés avec minutie, indique une volonté de transmettre ses découvertes et d'enrichir le savoir collectif. Plutôt que des inventions destinées à une utilisation immédiate, beaucoup de ses projets démontrent une réflexion profondément novatrice sur les principes mécaniques. Son travail préfigura ainsi des avancées majeures dans la compréhension des forces, du mouvement et de la résistance des matériaux. Il expérimentait sans cesse, dessinant des prototypes virtuels, ceux-ci ouvrant la voie aux futurs ingénieurs. Ces carnets constituent un véritable laboratoire intellectuel où chaque page exprime un aspect différent de ses investigations techniques. Dans ses recherches, il fit preuve d'une attention méticuleuse pour le détail, souvent inspiré par l'observation du corps humain et de la nature. Il étudia la façon dont les muscles, les tendons et les articulations produisent des mouvements complexes, cherchant à reproduire ces mécanismes dans des machines capables de fonctions précises. Cette biomimétique, encore peu développée à son époque, est une preuve supplémentaire du regard scientifique et systématique avec lequel il abordait la technologie. Il établit des parallèles entre la structure organique et la mécanique, anticipant ainsi un mode de pensée très moderne. Son travail d'ingénieur ne se limita pas au papier. Il chercha à construire certains modèles, même si la plupart restèrent au stade de concept. Il réalisa quelques maquettes et prototypes, notamment dans le domaine militaire et hydraulique. Ces réalisations, bien que limitées par la technique et les matériaux disponibles au XVe siècle, témoignent d'une volonté pragmatique de mettre en œuvre ses idées. La complexité de ses projets montre cependant que Léonard était souvent en avance sur ses contemporains et que certaines de ses inventions demanderaient des avancées technologiques importantes pour être pleinement réalisables. L'attention portée à l'ergonomie apparaissait également dans ses dessins, travaillant sur l'amélioration des outils pour les rendre plus efficaces et faciles à utiliser. Un souci du détail qui révèle son intérêt pour la qualité des objets et leur interaction avec l'utilisateur. Il pensait aussi à la durabilité, préférant les formes simples et robustes qui pourraient résister à l'usure. Cela démontre une conscience pratique souvent peu évoquée dans le discours habituel sur son œuvre, mais essentielle pour comprendre la portée réelle de ses recherches. Les carnets de Léonard montrent aussi une grande diversité dans les domaines abordés. En plus des machines simples ou complexes, il étudia les mécanismes liés à l'optique, à l'acoustique et même aux horloges. Ses réflexions sur la mesure du temps
et le mouvement perpétuel témoignent d'une quête constante pour mieux comprendre les lois naturelles et leur application technique. Cette diversité illustre la nature polymathe de son esprit, capable de passer aisément d'un domaine à un autre sans jamais perdre en rigueur ni en clarté dans ses analyses. Loin de se cantonner à des ambitions purement théoriques, Léonard s'intéressa aussi à l'application pratique de ses idées dans la vie quotidienne. Par exemple, il imagina des dispositifs pour faciliter la manipulation des lourdes charges dans le bâtiment ou améliorer l'approvisionnement en eau des cités. Ces inventions reflètent une volonté de contribuer au progrès social, en mettant la science et la technique au service des besoins humains. Un aspect souvent méconnu de son travail, mais qui éclaire une personnalité tournée vers l'utilité collective, autant que vers la recherche de la connaissance. En somme, les études techniques de Léonard da Vinci constituent un formidable témoignage de la richesse intellectuelle de la Renaissance. Elles mêlent observations scientifiques, savoirs pratiques et créativité illimitée. Ce mélange unique continue d'inspirer ingénieurs et artistes, illustrant qu'une démarche fondée sur la curiosité, la rigueur et le respect du réel peut engendrer des idées d'une modernité étonnante. Son héritage d'inventeur ne se limite pas à des objets, mais invite à penser la technique comme un dialogue entre l'homme et son environnement, toujours en quête d'amélioration et de compréhension. Ce portrait posé des œuvres mécaniques et des recherches techniques de Léonard nous conduit à examiner ses explorations dans d'autres domaines, comme l'anatomie humaine, où son regard précis sur la nature vivante complète cette image de savant universel, une transition naturelle vers ces investigations corporellement fascinantes qui éclaireront encore davantage la complexité et l'étendue de son génie. L'anatomie, clé de la compréhension humaine. Léonard de Vinci s'immergea dans l'étude minutieuse de l'anatomie humaine avec une rigueur qui dépassait son époque. Il comprit rapidement que comprendre la structure du corps était essentiel non seulement pour la médecine, mais aussi pour un dessin fidèle à la réalité. Sa passion pour la dissection lui permit d'explorer les couches cachées sous la peau, révélant un monde jusque-là méconnu. Ses carnets regorgent de croquis détaillés des muscles, des os et des organes, chaque trait témoignant d'une observation attentive et de longues heures passées aux côtés du corps humain. Il mena ses premières expériences anatomiques à Florence, profitant de l'accès à des cadavres pour disséquer soigneusement chaque partie du corps. Son approche méthodique consistait à comparer ses observations à ses dessins antérieurs, toujours dans le but d'atteindre une représentation précise et fonctionnelle. Il ne se contentait pas de représenter les formes extérieures, mais cherchait à comprendre comment chaque élément interagissait au sein du corps vivant. Cette quête de vérité anatomique était une forme de science appliquée au service de l'art. Les études de Leonardo l'amenèrent à décrire quelques structures anatomiques avec une acuité qui impressionna ses contemporains. Il nota par exemple la disposition en spirale des vaisseaux sanguins autour des articulations, ou encore le fonctionnement complexe des muscles permettant le mouvement. Chaque dissection apportait une nouvelle découverte qui enrichissait sa compréhension. Son travail surpassait de loin les connaissances médicales de son temps, que ce soit en anatomie descriptive ou en chirurgie. Il voyait déjà l'importance de ces découvertes dans le soin du corps humain. Son utilisation de la dissection s'inscrivait dans une volonté de dépasser les idées reçues. En effet, nombre de ses contemporains considéraient la dissection comme un acte interdit ou sacrilège. Léonard, lui, aborda ces pratiques avec un esprit rationnel et scientifique, conscient que seule la recherche empirique pouvait conduire à la connaissance réelle. Ses carnets révèlent une précision presque chirurgicale dans la description des organes, ainsi qu'une attention particulière portée aux fonctions physiologiques des systèmes étudiés, notamment le système musculaire et celui des nerfs. L'anatomie devenait ainsi pour lui une clé ouvrant les portes de la compréhension profonde du corps humain. Il ne la voyait pas comme une simple accumulation de faits,
mais comme un ensemble cohérent où chaque partie jouait un rôle indispensable. Cette approche holistique englobait les dimensions art, science et philosophie. Leonardo savait qu'une maîtrise du dessin anatomique renforcerait la crédibilité de son art, tout en contribuant aux avancées médicales. Il liait constamment théorie et pratique, mêlant observation directe et expérience scientifique. Le respect qu'il portait aux détails l'éloignait des représentations symboliques souvent trop stylisées. Il rejetait les canons rigides et cherchait un équilibre entre précision anatomique et expression artistique. Ses dessins révèlent ainsi une étonnante finesse dans le rendu des muscles s'étirant sous la peau, des tendons saillants et du jeu complexe des os. Cette capacité à rendre visible ce qui échappait au regard nu fit de lui un précurseur de l'anatomie moderne. Son impact se fit sentir aussi bien dans la peinture que dans les premières études médicales postérieures. Au-delà des muscles et des os, Leonardo explora également la structure interne des organes. Il s'intéressa au cœur, en observant la circulation sanguine, anticipant certaines notions qui ne seraient formellement comprises que plusieurs siècles plus tard. Ses croquis montrent les différentes cavités cardiaques et les valves, illustrant une compréhension profonde du fonctionnement du corps. Ces recherches participèrent à la naissance d'une nouvelle vision du corps comme machine organique soumise aux lois naturelles plutôt qu'à une conception mystique ou mythologique. Il consacra aussi une attention particulière au squelette, présentant des illustrations précises des os de chaque membre. Son travail détaillait la forme et la fonction des vertèbres, la structure complexe des mains et des pieds, éléments clés de la mobilité humaine. Son intérêt procédait d'une double motivation: assurer une meilleure représentation artistique fidèle au réel et participer à une connaissance anatomique essentielle à la médecine de son temps. Leonardo est un pionnier qui transcende cette double dimension à travers un savoir unique. Les carnets de ses études anatomiques dénotent une organisation rigoureuse, mêlant description textuelle et dessins soigneusement annotés. Cette méthode scientifique dans un contexte artistique est remarquable. Il tenait à ce que ses croquis soient à la fois précis et compréhensibles, facilitant la transmission des connaissances aux médecins et artistes. Leonardo da Vinci fut ainsi un médiateur entre disciplines, offrant des clés nouvelles pour interpréter le corps humain, à la fois sous un regard esthétique et une approche scientifique. Il ne faut pas oublier que ses recherches anatomiques furent limitées par les contraintes de son époque, notamment les risques liés à la dissection et les tabous culturels. Pourtant, malgré ces obstacles, il parvint à compiler un corpus impressionnant de savoir. Ses travaux restèrent longtemps inédits, mais ils influencèrent profondément les progrès ultérieurs. Il est important de considérer l'impact précurseur de ces études dans la progression de la médecine et dans l'évolution du regard artistique sur le corps humain. Cette période d'investigation intense conduit Leonardo à concevoir une anatomie à la fois descriptive et fonctionnelle, anticipant le rôle clé de la compréhension des mécanismes biologiques. Il posait ainsi les fondements d'une science empirique où l'observation directe prime sur les dogmes. Par ce biais, il contribua à jeter les bases de la médecine moderne tout en nourrissant son œuvre artistique d'une authenticité inégalée. Sa contribution dépasse le cadre de son époque, annonçant une nouvelle ère où art et science se complètent. Au fil de ses dissections, il se fit également un expert en mécanique corporelle, étudiant les mouvements des articulations et la force exercée par les muscles. Ces analyses lui permirent de mieux appréhender les postures et les gestes humains, qu'il traduisait ensuite dans ses peintures et sculptures. Son souci du détail contribua à un rendu naturel, évitant l'artificialité des formes figées. Cette étude approfondie de la biomécanique fut une étape majeure dans l'histoire de l'art, renforçant la notion de réalisme basée sur la connaissance scientifique. Les recherches anatomiques de Leonardo da Vinci s'inscrivent donc dans une démarche de connaissance intégrative, où chacun de ses traits sur le papier
reflète une pensée rigoureuse. Son souci d'exactitude l'a amené à corriger bon nombre d'erreurs véhiculées par les anciens traités médicaux. Il montra notamment que certains organes n'avaient pas la forme ou la disposition que l'on croyait acquise, bouleversant ainsi les acquis traditionnels. On peut affirmer qu'il a initié une révolution silencieuse dans la compréhension du corps humain. Il mit aussi l'accent sur l'importance des systèmes nerveux et musculaires interconnectés, anticipant la complexité des interactions biologiques. Ces croquis montrent l'architecture complexe des nerfs souples reliant le cerveau aux muscles, illustrant une anticipation du fonctionnement réflexe et moteur. Cette double quête, scientifique et artistique, témoigne de son génie pluridisciplinaire. Leonardo analysait le corps comme un tout organisé, une œuvre de précision et de beauté liée aux lois naturelles. Le respect extrême du détail le conduisit parfois à s'immerger dans l'observation de microstructures, scrutant les surfaces des os ou la texture des muscles. Il réalisa ainsi des études sur les fonctions du diaphragme, les variations de la cage thoracique au cours de la respiration et les rapports des organes internes entre eux. Sa démarche était toujours empreinte d'une rigueur méthodologique rigoureuse. Chaque dessin, éclairé par l'observation directe, contient une richesse d'informations qui ne cesse d'émerveiller. Sa curiosité l'étendit aussi aux particularités anatomiques de différents sujets. Il observa des corps jeunes et âgés, dessina les caractéristiques variées selon le sexe ou la corpulence, abordant ainsi la diversité humaine avec un regard à la fois scientifique et empathique. Cette pluralité d'approches nourrissait sa compréhension générale du corps dans ses nuances, ajoutant une dimension humaine à ses études. La science et l'art se rejoignaient dans cette capacité à saisir l'unicité de chaque individu. Leonardo da Vinci consacra également une part de son savoir à l'étude des pathologies visibles sur les cadavres qu'il examina. Il tenta d'identifier les affections osseuses, musculaires ou des organes et de comprendre leurs causes. Cette approche pionnière s'apparentait à une forme de clinique anatomopathologique, sans doute prémisse d'une médecine plus moderne. Son regard précis, même dans la vulnérabilité du corps, réaffirmait son respect envers la nature humaine et ses complexités. Les croquis anatomiques témoignent de son habileté technique remarquable. Il utilisait des techniques de dessin variées pour traduire volume, texture, profondeur et mouvement. Parmi ces outils figuraient l'encre, la sanguine, le charbon, qu'il maniait avec finesse pour révéler la tridimensionnalité du corps. Ces moyens lui permettaient de rendre visible l'invisible, dévoilant une anatomie enfouie sous les traits apparents. L'exactitude de ses esquisses fascine encore aujourd'hui, incarnant un pont entre art et science. Tout au long de ses études, Leonardo garda une attitude empreinte de modestie et d'humilité. Conscient de l'immensité du savoir à explorer, il nota fréquemment que ses recherches n'étaient qu'un début et que chaque découverte ouvrait sur d'autres questions. Ce caractère ouvert à l'inconnu et aux connaissances futures fait de lui un modèle scientifique et artistique. Son héritage dans l'anatomie reste un témoignage précieux, source d'inspiration pour les générations de médecins, anatomistes et artistes qui suivirent. L'importance de ses travaux dans le développement de la médecine ne peut être sous-estimée. Même si certains manuscrits restèrent longtemps confidentiels, la qualité et la rigueur de son corpus influencèrent la naissance de nouvelles approches scientifiques, plus empiriques et précises. Leonardo da Vinci préparait ainsi le terrain pour des progrès majeurs, favorisant l'alliance entre observation directe, expérimentation et représentation fidèle de la réalité anatomique, un héritage capital pour la Renaissance. Parallèlement, l'art bénéficia grandement de cette connaissance approfondie de l'anatomie. Les artistes commencèrent à intégrer dans leurs œuvres cette rigueur scientifique, conférant au corps humain une présence plus vivante et naturelle. Cette fusion entre science et art
permit de renouveler les canons esthétiques et d'approfondir la perception de la beauté humaine dans toutes ses dimensions, révélant une complexité jusque-là peu explorée par la tradition artistique. Leonardo da Vinci anticipa aussi le rôle futur de l'anatomie dans d'autres disciplines, notamment la philosophie naturelle et la compréhension des mécanismes biologiques. Ses études montrent une approche systémique du vivant, suggérant comment les différents organes et fonctions s'articulent dans un ensemble cohérent. Cette vision dépasse le simple domaine médical pour toucher à la réflexion sur les processus fondamentaux de la vie et de la nature humaine, annonçant de nouvelles perspectives multidisciplinaires. Sa rigueur et son sens du détail firent de ses dessins des supports pédagogiques précieux qui auraient pu révolutionner la formation des médecins de son temps. Bien qu'il n'ait pas été diffusé largement à son époque, il constitue aujourd'hui une source irremplaçable pour comprendre l'évolution historique de l'anatomie et du savoir médical. La richesse descriptive et la clarté de ses illustrations renforcent ce rôle d'outil d'enseignement méthodique et complet. Leonardo démontra également que l'étude du corps ne pouvait se réduire à une simple science mécanique. Il insista sur la nécessité d'intégrer l'observation sensible, la connexion entre forme et fonction. Cette approche sensible et analytique s'inscrit dans une histoire plus large, où la connaissance des structures anatomiques s'accompagne d'une réflexion sur leur signification et leur dynamique vitale. Sa pensée, ainsi ancrée dans la réalité concrète, présenta un modèle innovant pour l'étude scientifique. On constate dans ses carnets une tentative d'unification des savoirs, où la médecine côtoie l'art, la mécanique, la philosophie. Leonardo envisageait le corps humain comme une énigme à la fois matérielle et symbolique qu'il fallait déchiffrer patiemment. Cette démarche multidimensionnelle caractérise son génie et confère à ses recherches anatomiques une profondeur unique. Cette culture encyclopédique relie tous les aspects du vivant dans un but de compréhension globale, reflet de l'esprit Renaissance. Enfin, ces dernières années consacrées à l'anatomie montrent un approfondissement constant de ses recherches. Il élargit ses études à la comparaison avec les animaux, étudiant les analogies et différences dans la structure et la fonction des corps. Cette perspective comparative donne une dimension évolutive à ses travaux, préfigurant certains concepts modernes de biologie. Leonardo da Vinci, entre savoir empirique et imagination scientifique, s'imposa ainsi comme un pionnier absolu entre art et science. Ainsi, après avoir percé les mystères du corps humain sous ses formes physiques et fonctionnelles, Leonardo da Vinci préparait tour à tour le terrain pour de nouvelles aventures intellectuelles. Les aspects artistiques et scientifiques de son génie allèrent à ses pouvoirs s'enrichir mutuellement dans les chapitres suivants de sa vie exceptionnelle. Continuons donc ce voyage au cœur de cet esprit prodigieux, en explorant désormais les autres dimensions de son œuvre fascinante. La nature comme guide et modèle. Dans l'univers méticuleux de Léonard de Vinci, la nature était bien plus qu'un simple décor. Elle constituait un maître silencieux dont l'observation attentive guidait chacune de ses créations. Il ne se contentait pas d'admirer les formes ou les couleurs, mais cherchait à comprendre profondément les principes qui régissent le monde vivant. Sa curiosité se portait sur les moindres détails, des mouvements de l'eau aux ailes des oiseaux, des expressions humaines aux mécanismes des plantes. Ce lien constant entre la science et le monde naturel alimentait à la fois son art et ses inventions. Léonard remarquait que la nature ne fonctionne jamais par hasard. Chaque élément suit des règles précises, souvent invisibles à l'œil nu, mais perceptibles par une analyse patiente et rigoureuse. Par exemple, il étudiait le flux de l'eau non seulement dans les rivières, mais aussi dans les gouttières ou les canaux, cherchant à comprendre comment il pouvait imiter ces mouvements dans ses machines hydrauliques. Son carnet regorge de schémas où les tourbillons et les remous sont dessinés avec une exactitude qui frôle la poésie silencieuse des phénomènes naturels. Son travail d'observation
l'amena à étudier l'anatomie de l'homme et des animaux de manière sans précédent pour son époque. Il décortiquait les muscles, les tendons et les os, cherchant à reproduire la complexité du corps humain dans ses sculptures et peintures. Mais son approche ne se limitait pas à l'esthétique. Il voulait comprendre le fonctionnement interne, le mécanisme qui permet à un corps de bouger ou à un cœur de battre. Cette connaissance approfondie lui permit de créer des figures d'une exactitude scientifique tout en capturant la vie et le mouvement avec une délicatesse remarquable. Au-delà de sa fascination pour la biologie, Léonard explorait aussi les phénomènes atmosphériques. Il passait des heures à observer les nuages, à étudier leur formation, leur densité et leur déplacement. Ces observations, soigneusement notées, lui servirent à mieux rendre la lumière et les ombres dans ses peintures. Le ciel n'était jamais une simple toile de fond, mais un élément vivant et changeant qui participait à l'harmonie globale de ses œuvres. Ce souci du détail atmosphérique prouve à quel point il considérait l'environnement naturel comme un tout cohérent. La nature était également une source d'inspiration pour ses inventions techniques. Léonard observait avec une attention scrupuleuse les insectes et les oiseaux pour concevoir des machines volantes. Il étudiait le battement des ailes, la légèreté des plumes et la résistance du vent. Son codex regorge d'esquisses détaillées qui tentent d'imiter ses mouvements complexes, témoignage de son désir profond de comprendre et de s'inscrire dans l'équilibre subtil que la nature établit depuis des millénaires. Ses recherches montrent un Léonard attentif aux moindres détails, capable de relier un fait observé à une application pratique. Dans ses carnets, on trouve aussi des réflexions sur la symétrie, qu'il percevait comme l'expression visible de lois naturelles universelles. Pour lui, la beauté passait par l'équilibre des proportions, un principe qu'il appliquait aussi bien à la conception architecturale qu'à son travail d'artiste. Cette quête de l'harmonie entre structure et fonction est visible dans ses célèbres croquis, où chaque élément semble conçu avec un respect profond des règles naturelles. Son obsession pour la proportion dorée en est un exemple, illustrant comment il puisait dans la géométrie pour transcender la simple copie du réel. Léonard combinait ainsi observation minutieuse et esprit analytique. Il annotait chaque dessin par des notes détaillées, dans une écriture miroir unique, espérant garder ses découvertes pour lui-même tout en conservant la précision de ses observations. Ces annotations révèlent un esprit constamment en éveil, cherchant à clarifier et à mieux comprendre les phénomènes qui l'entouraient. Elles montrent également que pour devenir plus qu'un peintre, il était un chercheur passionné par la connaissance profonde du monde. Parmi ses études les plus marquantes, celle consacrée à l'écoulement des fluides illustre parfaitement ce lien vivant entre nature et science. Il observait la manière dont l'eau s'adapte aux obstacles, change de forme et crée des mouvements complexes qui deviennent une source d'inspiration pour ses inventions et sa représentation artistique. Cette compréhension lui permettait de dépasser les représentations statiques pour capter la dynamique de la vie dans son œuvre. C'est ce regard scientifique posé sur la nature qui distingue Léonard, lui donnant un regard neuf sur l'interconnexion des phénomènes. Enfin, cette approche globale où la nature est à la fois guide, modèle et sujet d'étude montre à quel point Léonard s'inscrit dans une tradition humaniste. Il ne sépare jamais la science de l'art, ni la théorie de la pratique, ce qui fait de lui un personnage unique de la Renaissance. Il nous invite par son travail à voir le monde avec une curiosité sans cesse renouvelée, à chercher la cohérence derrière l'apparente diversité. Cette manière de penser préfigure les méthodes scientifiques modernes, tout en restant profondément liée à une vision poétique mais réservée du monde. Ainsi, Léonard de Vinci ne cesse de nous apprendre que la nature est une source inépuisable de savoir, offrant à ceux qui prennent le temps d'écouter ses lois des clés pour mieux comprendre la vie, l'art et la technologie. C'est par cette fusion constante entre observation et réflexion qu'il façonne son œuvre, offrant une harmonie subtile entre beauté visuelle et rigueur scientifique.
La transition vers la prochaine partie nous entraînera plus profondément dans les inventions qui matérialisent cette rencontre féconde entre la nature et l'esprit humain. Les grands chefs-d'œuvre picturaux. La peinture de Léonard de Vinci révèle un univers où technique et composition se rencontrent pour créer des œuvres d'une précision remarquable. L'une de ses toiles les plus connues, La Joconde, incarne cette alliance subtile entre maîtrise artistique et complexité scientifique. Le visage de Mona Lisa, délicatement modelé, repose sur une construction rigoureuse fondée sur la sfumato. Une technique qui adoucit les contours et crée une transition graduelle entre les lumières et les ombres. Cette méthode participe à l'effet de réalisme et de profondeur, sans utiliser de lignes nettes, ce qui donne à la figure une apparence presque vivante. La composition de la Joconde suit également une structure triangulaire, où le regard et les mains de la figure féminine forment un équilibre harmonieux. Ce choix crée une stabilité visuelle et dirige l'attention du spectateur vers le centre du tableau, renforçant l'intimité et le mystère de la figure. Derrière Mona Lisa, le paysage dessinant des vallées, des rivières et des montagnes s'étend dans une perspective atmosphérique soigneusement étudiée. Cette mise en arrière-plan participe à la sensation d'espace et à la profondeur tridimensionnelle du tableau, exemplifiant la maîtrise de Léonard dans le rendu des effets de distance par le dégradé des couleurs. Léonard a aussi travaillé sur la scène, œuvre peinte entre 1495 et 1485, qui illustre un épisode biblique fondamental. La scène capture le moment précis où Jésus annonce que l'un des apôtres le trahira. Chaque personnage est disposé selon une composition linéaire et symétrique qui clarifie la narration. La technique utilisée privilégie une peinture à la détrempe sur enduit, ce qui, bien que novateur, a posé des défis de conservation, notamment des problèmes d'humidité affectant les couleurs et les détails. Dans cette fresque, la gestuelle des personnages est soigneusement étudiée. Main tendue, regard dirigé vers des points précis, tous contribuent à raconter l'histoire par les postures plus que par les expressions faciales. La lumière diffuse met en relief certaines figures tout en laissant d'autres dans une ombre subtile, ce qui ajoute une dynamique visuelle discrète. Le traitement de la perspective linéaire dans la salle montre l'expertise de Léonard dans l'organisation spatiale. Les lignes de fuite convergent vers la tête de Jésus, véritable point focal de l'œuvre. Une autre œuvre majeure est la Vierge au rocher, qui existe en deux versions presque identiques réalisées dans les années autour de 1495. Cette composition inclut la Vierge Marie, l'enfant Jésus, Jean-Baptiste enfant et un ange. Le traitement de la lumière et des ombres crée un clair-obscur prononcé, qui souligne les volumes des corps et le rendu minéral des rochers. La composition repose ici sur un triangle fortement marqué, autour duquel les personnages s'organisent, créant un équilibre stable. Les drapés des vêtements sont peints avec une grande précision, révélant la connaissance approfondie de Léonard en anatomie et en mouvement. La technique de sfumato est présente pour donner une certaine douceur aux transitions, en particulier dans les visages des personnages. L'attention portée aux détails botaniques dans les rochers et plantes illustre aussi l'intérêt scientifique du peintre qui observait avec minutie la nature pour la reproduire avec fidélité. Dans Saint Jean-Baptiste, portrait à l'huile sur panneau de bois exécuté entre 1501 et 1503, Léonard explore les capacités expressives du modèle. La figure de Jean-Baptiste est représentée dans une posture ambiguë, la main droite levée vers le ciel, ce qui semble à la fois une invitation et un signe de bénédiction. Le visage est éclairé par une source lumineuse diffuse qui crée une qualité presque surnaturelle, renforcée par le sfumato qui gomme les contours et donne une aura mystérieuse autour du personnage. La composition se concentre sur le visage et la main, isolée sur un fond sombre monochrome qui fait ressortir la finesse des traits et la douceur de la pose.
Cette œuvre exemplifie l'intérêt du maître pour la psychologie humaine, exprimé à travers des détails subtils de lumière et de posture. Le rendu des cheveux bouclés et de la peau est extrêmement réaliste, témoignant d'une observation attentive et d'une application patiente des couches picturales. L'homme de Vitruve n'est pas une peinture, mais un dessin qui mérite une mention particulière parmi les chefs-d'œuvre de Léonard. Ce croquis montre un homme dans deux positions superposées, inscrites dans un cercle et un carré, illustrant les proportions idéales selon les études de l'architecte romain Vitruve. Ce dessin synthétise la recherche de l'harmonie entre l'art et la science, caractéristique du génie de Léonard. La précision des traits et des annotations manuscrites témoigne d'une démarche rigoureuse et méthodique, visant à comprendre le corps humain dans un équilibre parfait. Le travail de Léonard dans l'autoportrait en rouge pastel, datant de son âge avancé, révèle une autre dimension picturale. Ce dessin montre un visage avec une barbe longue, les traits marqués par le temps, exécutés avec un soin minutieux dans l'application du pastel. Le format réduit de cette œuvre ne diminue pas la force expressive, bien au contraire. Dans ce portrait, l'usage de la ligne est privilégié pour créer une densité et une intensité qui transcendent le médium simple. Parmi les œuvres moins connues, la Belle Ferronnière présente une composition similaire à celle de la Joconde, avec une femme en buste en tenue de Renaissance. Le tableau utilise également la technique du sfumato, associée à un modelé subtil qui révèle la structure osseuse sous la peau. La composition est construite autour d'un axe vertical, renforçant la présence calme et posée du modèle. La finesse du rendu dans les détails du costume témoigne de l'attention accordée aux textures et aux matériaux. La peinture murale de la bataille d'Anghiari, entreprise mais inachevée, montre les recherches de Léonard sur le mouvement et la dynamique humaine. Bien que l'œuvre originale soit perdue, des copies et des croquis attestent d'une composition complexe avec des figures de cavaliers dans un combat intense. L'accent mis sur l'expression des muscles, les postures en tension et le chaos organisé reflète un travail approfondi sur la dramaturgie picturale, malgré l'absence d'émotions exacerbées. La technique expérimentale employée pour cette fresque combinait plusieurs couches de peinture sur enduit qui, malheureusement, ont conduit à une dégradation rapide. Cela explique pourquoi cette œuvre demeure aujourd'hui un mystère partiellement révélé par les études historiques et scientifiques. L'ensemble de son travail peint démontre une capacité unique à allier études rigoureuses et créativité novatrice, dans une époque où les frontières entre art et science étaient encore perméables. Enfin, dans ses nombreux croquis préparatoires, Léonard explore sans cesse l'anatomie et la mécanique du mouvement. Ses dessins, aussi précis que détaillés, accompagnent souvent ses peintures et enrichissent la compréhension des formes représentées. L'intégration de l'observation scientifique à la création artistique est une marque de fabrique qui fait de ses œuvres des documents à la fois esthétiques et éducatifs. Ces chefs-d'œuvre attestent non seulement d'une maîtrise exceptionnelle de la peinture, mais aussi d'une vision globale qui transcende les disciplines. La minutie technique, l'exploration des effets de lumière et la structuration rigoureuse témoignent d'un savoir-faire hors du commun. Comprendre cet équilibre permet de mieux saisir comment Léonard da Vinci a façonné le paysage artistique de son temps et continue d'inspirer les générations futures. Poursuivant cette exploration de son œuvre, il est essentiel de s'intéresser à la dimension scientifique et technique qui accompagne ses créations artistiques, offrant un aperçu complémentaire à cette richesse visuelle. Les carnets, témoins d'un esprit en quête. Les carnets de Léonard da Vinci constituent sans doute l'un des témoignages les plus précieux de son esprit en quête perpétuelle de connaissance et de compréhension. Ces cahiers manuscrits regroupent des milliers de pages où se mêlent pensées, croquis, observations et réflexions sur des sujets aussi variés que l'anatomie, la mécanique, l'optique ou la peinture. L'importance de ces carnets va bien au-delà de leur aspect documentaire.
Ils révèlent un mode de pensée profondément inhabituel pour son époque. Celui d'un homme ne se contentant jamais d'une seule discipline, mais cherchant constamment à faire dialoguer les savoirs. Chaque page est une fenêtre ouverte sur l'atelier mental de Léonard, où la rigueur scientifique côtoie l'intuition artistique. Ses écrits mêlent notes techniques précises à de nombreux dessins, parfois des schémas détaillés d'inventions, d'autres fois des études minutieuses du corps humain ou d'éléments naturels. Cette diversité témoigne d'une quête intellectuelle insatiable, où chaque découverte ouvre la voie à une autre interrogation. Les carnets ne sont pas simplement des archives, mais des outils de travail, des laboratoires d'idées, où le génie explore inlassablement la complexité du monde qui l'entoure. Léonard utilise ses carnets pour mettre à l'épreuve ses hypothèses, souvent notées de façon linéaire, parfois sous forme de listes ou croquis entourés d'annotations multiples. Cette méthode illustre un processus intellectuel dynamique, révélant que la pensée ne progresse pas toujours dans un ordre prévisible. Par exemple, ses études sur le vol des oiseaux précèdent ses projets d'engins volants, montrant une approche expérimentale où l'observation directe nourrit l'innovation. Ces carnets traduisent à merveille la manière dont il comprend que l'art et la science sont profondément liés. Chaque dessin portant en lui une logique scientifique, chaque expérience scientifique impliquant une certaine esthétique. Le caractère unique de ces documents réside aussi dans leur écriture manuscrite, souvent inversée ou en miroir, visible sur de nombreuses pages. Ce choix peut surprendre, mais il reflète peut-être une manière de protéger ses idées ou un simple automatisme d'une main gauche habile. Cette particularité ajoute un mystère supplémentaire au carnet, contribuant à leur aura presque mythique. Elle oblige aussi à une lecture attentive et réfléchie, engageant le spectateur ou le lecteur à une immersion active dans l'univers Da Vinci, à la fois pratique et théorique. Au-delà de la diversité des thèmes abordés, les carnets révèlent aussi une très forte cohérence intérieure. Tout ce qui touche à la lumière, au mouvement, à la structure ou à la nature est examiné sous des angles différents, mais toujours en lien, montrant une pensée systémique en avance sur son temps. Cette méthode tranche avec une vision éclatée ou fragmentaire, propre à d'autres penseurs. Ici, la réalité devient un réseau intégré que Léonard cherche à comprendre globalement. Par exemple, son travail sur l'écoulement de l'eau se combine avec ses réflexions sur la force et la résistance des matériaux, formant une approche multidisciplinaire où chaque élément éclaire un autre. Les carnets sont aussi le reflet d'une intensité intellectuelle et d'une exigence personnelle hors du commun. Léonard s'y montre profondément engagé, scrutant le moindre détail avec minutie et patience. Les erreurs y côtoient les succès, mais ce qui importe est moins l'aboutissement que le cheminement lui-même. Ces notes souvent inachevées traduisent une pensée en mouvement, un flux continu où chaque réponse engendre de nouvelles questions. Cette hâte cérébrale témoigne d'un esprit qui ne peut se satisfaire de l'immobilité et de la certitude définitive, privilégiant le doute constructif et la surprise. D'un point de vue historique, les carnets sont précieux car ils offrent un aperçu sans filtre de la vie intérieure d'un génie. Contrairement aux écrits formels de l'époque, souvent destinés à un public restreint ou à la postérité sous une forme polie, ceux de Léonard apparaissent spontanés, intimes et libres. Ils racontent une histoire parallèle à celle des chefs-d'œuvre artistiques, une chronique silencieuse où la réalité brute rencontre l'invention libre. Cette double écriture entre l'art et la science fait des carnets un miroir éclatant de l'identité complexe de leur auteur. Ils permettent également de mesurer l'ampleur de la capacité d'observation de Léonard. Rien dans son environnement ne lui échappe. Chaque objet, chaque phénomène naturel attirant son regard avec curiosité. Ainsi, ces cahiers contiennent aussi bien des études sur les muscles du cou, sur la structure des feuilles, que des notes sur les mécanismes des ponts ou la dynamique des vagues. Cette attention presque obsessionnelle
témoignent d'une volonté inébranlable de comprendre le monde dans ses moindres détails, comme s'il cherchait à en percer les secrets cachés. Par ailleurs, l'interdisciplinarité de ces carnets préfigure des modes de pensée modernes. Ils anticipent la manière dont les connaissances doivent être croisées pour produire de nouveaux savoirs. Dans ce sens, ils ne sont pas seulement le témoin d'un grand homme, mais une source d'inspiration pour toutes les disciplines aujourd'hui encore. Les scientifiques, ingénieurs, artistes et historiens peuvent y puiser une leçon de créativité rigoureuse et d'humilité face à l'infinité des possibles que le réel présente. Enfin, la transmission même de ces carnets à travers les siècles soulève de nombreuses questions sur la préservation du patrimoine intellectuel. Beaucoup de pages furent dispersées, perdues ou laissées dans l'ombre, ce qui donne à chaque découverte tardive un caractère précieux et étonnant. Ces documents nous invitent à redécouvrir non seulement le génie de Léonard, mais aussi la fragilité et la richesse des archives humaines, essentielles pour saisir l'évolution des idées à travers le temps. Dans leur ensemble, les carnets de Léonard da Vinci demeurent la preuve tangible d'une pensée libre et foisonnante, d'un homme qui, tout en étant ancré dans sa période, a su la dépasser par la puissance de sa curiosité et de son intelligence. Leur étude offre encore aujourd'hui un témoignage vivant et inédit sur la rencontre entre l'art, la science et la philosophie, et sur la manière dont un esprit en quête d'absolu explore sans relâche les mystères du monde. Ce précieux héritage ouvre ainsi la voie à notre prochaine étape, celle où nous irons plus loin dans la découverte des facettes multiples de l'œuvre léonardesque, en scrutant notamment son influence durable sur les générations qui ont suivi. Léonard dans les cours européennes. Léonard da Vinci a passé une grande partie de sa vie à se déplacer entre plusieurs cours royales et chez différents mécènes, où il a exercé son génie dans un cadre politique et social complexe. Ces voyages n'étaient pas seulement des étapes géographiques, mais aussi des opportunités d'échange intellectuel et artistique qui ont profondément influencé son œuvre. L'éclat de son talent attirait les regards des puissants de l'époque, qui voyaient en lui un atout précieux pour rehausser leur prestige et leur pouvoir. Au service de la famille Médicis à Florence, Léonard a trouvé un environnement propice à la créativité. Là, il a travaillé non seulement comme peintre, mais aussi comme ingénieur et inventeur. C'est à Florence qu'il a commencé à développer ses projets novateurs, parmi lesquels des machines hydrauliques et des dispositifs militaires. La maison des Médicis favorisait cette interdisciplinarité et offrait à Léonard la liberté nécessaire pour mêler art et science, même si, parfois, les exigences politiques imposaient des délais serrés et des commandes spécifiques. Lorsqu'il s'est rendu à Milan pour travailler pour Ludovic Sforza, duc de Milan, Léonard a dû s'adapter à une cour où la politique était plus rigide et les enjeux plus grands. Son maître d'œuvre était aussi un stratège militaire, intéressé par les inventions liées à la défense, comme les canons et les véhicules de guerre. Léonard a ainsi combiné son génie artistique avec des projets utilitaires, concevant des ponts mobiles et des fortifications. Ses travaux ont exigé de lui précision et discrétion dans un contexte où rivalité et alliance se nouaient avec prudence. Le contexte social de l'époque influençait fortement le travail des artistes et inventeurs. Dans chaque ville et chaque cour où Léonard a séjourné, les attentes des mécènes déterminaient les types de projets à réaliser. Les demandes pouvaient aller de portraits à des fresques monumentales, ou de plans de ville à des études anatomiques. Cette diversité de sujets reflétait les préoccupations variées des puissants, qui cherchaient à affirmer leur autorité, leur raffinement ou leur savoir. En même temps, cela exigeait de Léonard une grande capacité d'adaptation et une organisation rigoureuse de son travail. Les déplacements de Léonard lui ont aussi permis de rencontrer d'autres artistes et scientifiques, avec lesquels il a échangé idées et techniques. À Rome, il a croisé des figures majeures de la Renaissance,
dans un climat de rivalité artistique, mais aussi de collaboration stimulante. Ces rencontres nourrissaient sa curiosité insatiable et alimentaient ses recherches. Il observait avec attention comment les savoirs circulaient dans ces milieux et cherchait constamment à approfondir ses connaissances en anatomie, en mécanique ou encore en botanique. La vie à la cour impliquait également une certaine vie sociale et protocolaire, qu'il fallait savoir naviguer avec tact. Léonard, homme réservé et discret, s'est distingué par sa capacité à répondre aux attentes sans jamais sacrifier son indépendance intellectuelle. Les mécènes appréciaient sa polyvalence, mais il restait avant tout un penseur libre, capable de proposer des idées en avance sur son temps. Cette liberté relative qu'il détenait dépendait largement de ses relations personnelles et de la confiance qu'il inspirait. Dans différents contextes régionaux et politiques, Léonard a dû composer avec des cultures variées et des systèmes de commandite distincts. En France, sa dernière étape, il a bénéficié du patronage du roi François Ier qui admirait son talent et lui offrait un cadre plus stable et protecteur. Ce choix a correspondu à une phase de sa vie où il souhaitait retrouver une certaine quiétude, après des décennies marquées par les déplacements incessants et les projets multiples. Au fil de ses périples, Léonard a aussi accumulé une grande quantité de carnets et de dessins, témoins de ses observations et de ses réflexions. Ces documents constituent un trésor unique, permettant aujourd'hui de comprendre comment il conjuguait les exigences pratiques de la cour avec sa quête personnelle de savoir. Ils montrent une pensée en mouvement, toujours à la recherche de solutions nouvelles, que ce soit dans l'art, la science ou la technologie. Les conditions matérielles dans lesquelles Léonard a travaillé n'étaient pas toujours faciles. Les commandes pouvaient être interrompues ou modifiées en fonction des aléas politiques ou financiers. Cette fragilité du mécénat rendait parfois incertaine la réalisation complète de ses projets. Pourtant, c'est justement dans cette incertitude que son génie s'est déployé. Capable d'innover dans des contextes parfois contraignants tout en laissant une œuvre durable et influente. À travers ses collaborations avec les cours européennes, Léonard a donc incarné ce lien entre production artistique, recherche scientifique et environnement politique. Sa capacité à s'adapter aux demandes variées sans perdre de vue ses propres ambitions intellectuelles témoigne de sa singularité. C'est cette tension entre service aux puissants et autonomie créative qui a façonné son héritage et contribue encore à fasciner. De ses débuts à Vinci à ses dernières années en France, ces déplacements n'ont jamais été de simples passages, mais des étapes fondamentales reflétant les transformations culturelles et sociales de la Renaissance. La constellation de lieux où il a vécu et travaillé illustre ainsi l'interconnexion des savoirs à cette époque, où les frontières entre disciplines et territoires s'effaçaient devant l'importance accordée à l'innovation. Cette histoire de voyage et de rencontres éclaire aussi la manière dont Léonard da Vinci a su tirer parti de chaque situation pour nourrir son génie. Par l'intégration d'idées venues d'horizons divers, il a construit une vision du monde à la fois globale et précise. Sa vie en mouvement révèle que le génie ne peut s'épanouir qu'en dialogue avec son temps, entre contrainte et liberté. Le prochain récit abordera plus en détail les découvertes scientifiques et les inventions majeures de Léonard. Témoignage concret de son esprit pionnier et de sa capacité à allier théorie et pratique avec une maîtrise exceptionnelle. Les mystères et légendes. De nombreux textes anciens et carnets dispersés ont été analysés par des chercheurs qui se sont efforcés de reconstituer la pensée et les intentions de Léonard. Cependant, certains documents sont ambigus, principalement parce que le génie utilisait souvent des codes ou des croquis difficiles à déchiffrer. Cette complexité a nourri des théories sur des inventions secrètes ou des concepts avancés pour son époque. Parmi les spéculations les plus courantes figurent des idées sur l'implication de Léonard dans des groupes occultes ou des sociétés secrètes. Or, aucune preuve tangible ne confirme son adhésion à ces cercles. Ce qui est certain, en revanche,
c'est son insatiable curiosité et sa volonté d'expérimentation dans des domaines aussi divers que l'anatomie, la mécanique, la géologie ou la botanique. La peinture est sans doute l'aspect le plus connu de son héritage. Des œuvres comme la Joconde et la Seine sont scrutées depuis des générations, de nombreuses interprétations symboliques étant proposées. Dans ce contexte, il convient de séparer l'analyse artistique rigoureuse des extrapolations non fondées qui alimentent souvent des récits sensationnalistes. Léonard était également fasciné par le vol des oiseaux et a étudié avec précision leur structure pour concevoir des machines volantes. Ses dessins anatomiques révèlent une observation méticuleuse du corps humain, fruit d'autopsie qu'il pratiqua malgré les interdits de l'époque. Ses travaux illustrent parfaitement son approche scientifique basée sur l'observation directe. Un autre sujet de controverse est son manuscrit codé, souvent appelé le Codex de Vinci, dans lequel certaines notes sont écrites en miroir. Ce procédé d'écriture avait pour but de protéger ses idées, mais il s'agit surtout d'un moyen pratique pour un gaucher comme lui. L'interprétation symbolique ou ésotérique de ce style est donc souvent exagérée. Les nombreux carnets qu'il a laissés démontrent que son génie ne se limitait pas à une discipline. Il envisageait des projets d'urbanisme, de réseaux hydrauliques et même des machines pour automatiser diverses tâches. Si certains de ses plans étaient loin d'être réalisables à son époque, ils anticipent de manière impressionnante des développements futurs. Il faut également noter que Léonard n'a pas toujours achevé ses projets, ce qui a parfois nourri des critiques sur son perfectionnisme ou son manque de constance. Toutefois, cette tendance traduit surtout une recherche constante d'amélioration et d'innovation, caractéristique d'un esprit en perpétuelle évolution. Sa vie personnelle demeure assez énigmatique, avec peu de documents fiables sur ses relations ou ses convictions profondes. Ce vide a favorisé l'émergence de théories sur son orientation sexuelle ou sa spiritualité, sujets sur lesquels il ne s'est jamais exprimé publiquement. Ainsi, ces hypothèses relèvent davantage de conjectures que de faits avérés. Historiquement, il est possible de tracer ses déplacements et ses collaborations avec diverses cours européennes, notamment à Milan, Florence et plus tard en France. Ces échanges illustrent un homme engagé dans son époque, naviguant entre mécènes exigeants et projets personnels ambitieux. Le caractère polyvalent de Léonard, combinant art, science et technique, fait qu'il échappe souvent aux classifications simples. Il est parfois perçu comme un artiste torturé, d'autres fois comme un ingénieur visionnaire ou un scientifique avant la lettre. Ces différentes facettes coexistent sans contradiction majeure lorsqu'on les replace dans leur contexte historique. Le mythe qui entoure son nom s'est renforcé avec le temps, en partie grâce aux récits romancés apparus dès le XIXe siècle. Ces œuvres ont popularisé certaines idées non fondées, qu'il est important de replacer dans une perspective critique pour éviter le sensationnalisme. Un autre point intéressant concerne ses dessins techniques tels que ceux dédiés aux armes ou aux dispositifs de défense. Bien qu'ils montrent une grande ingéniosité, il n'existe pas de preuve qu'il ait été construit ou employé concrètement. Ils traduisent surtout une réflexion sur les applications pratiques de ces connaissances. Il est également fascinant de constater que Léonard utilisait la nature comme un guide constant, observant minutieusement les plantes, les roches ou les mouvements de l'eau. Cette approche holistique témoigne d'une méthode scientifique naissante, fondée sur l'observation et l'expérimentation. Léonard da Vinci a su marquer son époque et les suivantes par son héritage foisonnant. Mais il est important de garder à l'esprit que certaines légendes ne correspondent pas à la réalité historique. Reconnaître cet équilibre entre faits et mythes enrichit la compréhension de sa personne. Ainsi, les mystères qui l'entourent nous invitent à explorer non seulement ses œuvres, mais aussi les contextes sociaux, politiques et culturels dans lesquels il évoluait. Ils encouragent également à une lecture prudente des sources disponibles, car chaque détail
peut influencer l'interprétation globale. Ce respect pour la vérité, sans pour autant diminuer l'attraction que suscite Léonard de Vinci, constitue la meilleure manière d'honorer sa mémoire. C'est en apprenant à distinguer la réalité de la fiction que l'on peut apprécier pleinement l'étendue de son génie. En nous arrêtant là, nous préparons le terrain pour mieux comprendre comment ses réalisations artistiques et scientifiques s'entrelacent dans son parcours exceptionnel. La prochaine étape nous conduira à examiner de plus près les œuvres majeures qui illustrent son talent singulier et son regard sur le monde. L'héritage de Léonard da Vinci aujourd'hui. Léonard da Vinci demeure une figure majeure dont l'influence traverse les siècles avec une rare constance. Sa contribution ne se limite pas à un domaine unique, mais s'étend de la peinture à la science, en passant par l'ingénierie et l'anatomie. Son œuvre artistique, notamment des tableaux comme la Joconde ou la Seine, continue d'attirer l'attention par sa composition, son réalisme et son usage innovant de la perspective. Ses créations, bien que vieilles de plusieurs siècles, restent des références clés dans l'étude de l'art occidental. Mais Léonard n'était pas seulement un peintre, il incarnait un esprit véritablement universel. Ses carnets, remplis de croquis et de notes, révèlent une curiosité insatiable pour le fonctionnement du corps humain, la mécanique des machines et les phénomènes naturels. Sa méthode d'observation, attentive et rigoureuse, démontre un engagement scientifique avant l'heure. Par exemple, ses études d'anatomie, faites avec la collaboration de médecins, permis de comprendre la structure musculaire et osseuse avec une précision remarquable pour son époque. Dans le domaine de l'ingénierie, Léonard a conçu plusieurs inventions en avance sur son temps. Il a imaginé des machines volantes, des engins de guerre et des dispositifs hydrauliques. Bien que peu ait été réalisé de son vivant, ses esquisses ont inspiré de nombreux ingénieurs et inventeurs des siècles suivants. Son habileté à combiner art et science, dessin et technique établit un modèle de travail interdisciplinaire que l'on valorise encore de nos jours. Sur le plan historique, Léonard incarne le modèle de l'homme de la Renaissance. Cette époque valorisant l'étude multiple et l'innovation trouve en lui un exemple parfait. Par sa polyvalence, il illustre la possibilité de dépasser les frontières entre les disciplines, ce qui demeure un idéal actuel dans les milieux académiques et professionnels. Son image, souvent célébrée dans les musées et les médias, continue d'adresser un message sur l'importance de la curiosité et de la rigueur dans la quête du savoir. L'impact contemporain de Léonard da Vinci se manifeste aussi dans l'éducation et la culture populaire. Plusieurs institutions éducatives s'inspirent de ses méthodes d'approche transversale. Par ailleurs, ses inventions et ses œuvres artistiques figurent dans de nombreux supports, du cinéma au livre grand public, ce qui contribue à maintenir son héritage vivant et accessible. Ses dessins techniques sont souvent étudiés en ingénierie, tandis que ses peintures servent d'exemple dans des cours d'art à travers le monde. Il est important de souligner que malgré l'aura presque mythique qui l'entoure, Léonard reste avant tout un travailleur aussi méthodique que passionné. Les nombreux carnets témoignent de son activité assidue, de son aptitude à documenter et revisiter sans cesse ses idées. Cette discipline personnelle a sans doute contribué largement à la place si singulière qu'il occupe dans l'histoire. Son exemple rappelle que l'inspiration doit être accompagnée d'un travail patient et continu. Son influence ne s'arrête pas à la Renaissance, mais continue à inspirer la recherche moderne. Des études d'histoire des sciences ont montré que plusieurs avancées contemporaines peuvent être reliées à ces concepts ou à ces méthodes d'observation. Cela explique en partie pourquoi plusieurs chercheurs contemporains le considèrent non seulement comme un artiste, mais également comme un précurseur des sciences naturelles et appliquées. Léonard da Vinci est aussi un symbole d'intégration des savoirs. Son intérêt pour des domaines variés, de la botanique à la géologie, souligne une approche globale de la connaissance. Cette vision holistique permet aujourd'hui de penser des solutions complexes qui impliquent plusieurs disciplines, notamment dans les domaines de l'environnement
et de la technologie. Ainsi, son héritage encourage une pensée systémique adaptée aux défis contemporains. De plus, certaines de ses œuvres restent des objets d'étude pour comprendre les techniques picturales de la période. La subtilité des jeux de lumière, la finesse des émotions captées dans ses portraits continuent d'attirer l'attention des chercheurs et des conservateurs de musées. Cette longévité artistique fait partie intégrante de sa présence dans la culture visuelle mondiale. En somme, Léonard da Vinci laisse un héritage multiple, mêlant art finement exécuté et découverte scientifique. Sa capacité à explorer différents champs du savoir avec rigueur et ouverture fait de lui une figure exemplaire, toujours admirée pour l'intensité de sa quête intellectuelle. Il nous invite à considérer la connaissance comme un champ vaste et interdépendant où chaque discipline peut enrichir les autres. Dans cette perspective, son travail pose une réflexion durable sur la nature même de la créativité et de l'innovation. Il illustre que ces processus ne se limitent pas à une inspiration immédiate, mais impliquent un travail profond de compréhension et de mise en pratique. Léonard da Vinci apparaît ainsi comme un modèle intemporel pour qui souhaite conjuguer art et science sans en privilégier une au détriment de l'autre. Enfin, le regard porté sur Léonard aujourd'hui, débarrassé de tout romantisme excessif, permet d'apprécier sa contribution avec une objectivité apaisée. Son importance historique et culturelle est indiscutable, mais elle s'élabore dans un dialogue entre ses œuvres, ses idées et les contextes qu'elle traverse. Cette lecture équilibrée nous prépare à aborder ensemble un nouveau chapitre consacré à l'influence spécifique de Léonard sur la science moderne.